Maintenant, passons au point 7. Les sujets devant faire l'objet d'une décision du Conseil municipal. Ouais, si les gens, vous voulez vous asseoir, là, qui sont debout, il y a des places disponibles à l'avant. Il y en a peut-être une dizaine. Ne vous gênez pas, ça nous fait plaisir. Bon, en ce qui concerne la nomination du maire suppléant pour la période du 18 novembre 2013 au 28 février 2014, il est proposé de nommer Mme Michèle Archambault au poste de maire suppléant pour cette période. Donc, j'aimerais avoir un proposeur et un appuyeur. Monsieur le maire, j'aurais un amendement à proposer et je vais distribuer, si vous voulez, le partager. Alors, je vais simplement attendre que les élus aient reçu copie, ainsi que la greffière et la directrice générale. Et je vais faire la lecture de l'amendement qui est proposé. Alors, je le lis pour le bénéfice de tous. Alors, l'amendement à cet item 7.1.1, alors, considérant l'horaire de travail et la disponibilité requise pour le poste de maire suppléant, puisque plusieurs des fonctions associées à ce poste se déroulent de jour, considérant que le rôle de maire ou de maire suppléant implique une connaissance des dossiers d'agglomération, considérant que le maire a reconnu qu'une période de 6 mois serait nécessaire pour mieux cerner les tenants et aboutissants des différents dossiers, considérant que le programme présenté par le Parti montarvillois à la population, il s'est engagé à favoriser le travail d'équipe pour le bénéfice de l'ensemble de la population, considérant que parmi les membres actuels du Conseil, une seule personne présente la disponibilité requise ainsi que l'expérience des dossiers de la Ville et de l'agglomération pour avoir siégé à de nombreux comités ou instances régionales. Il est donc proposé que Mme Thérèse Hudon soit nommée à titre de maire suppléant pour la période du 18 novembre 2013 au 28 février 2014. Okay. Nous allons donc discuter de cet amendement et de sa recevabilité. Est-ce qu'il y a une personne qui appuie? Je l'appuie, Monsieur le maire. Et qui... OK, donc vous proposez et appuyez. Donc, OK. J'aimerais demander à Mme Archambault d'intervenir sur ce dossier. Merci, Monsieur le maire. Je ne sais pas si on m'entend dans la salle. Je vais parler fort. Approche-le un peu. Oui, désolée. Alors, écoutez, on peut en discuter. Du côté, en fait, c'est bon de mentionner pour le bénéfice des gens dans la salle qu'on a déposé la proposition, en fait, mon nom, à la séance de travail lundi dernier. Alors, à ce moment-là, évidemment, on était ouvert aux propositions. Ça aurait été intéressant qu'on puisse en discuter aussi à ce moment-là. Alors, on pensait, par le mutisme de votre part et de la part de M. Audard, que vous étiez d'accord avec la proposition qui est sur la table aujourd'hui. C'est comme vous voulez fonctionner. Si vous préférez garder vos propositions pour l'Assemblée publique, vous avez le droit de le faire, il n'y a pas de problème. Maintenant, au niveau du sujet de l'amendement, je voudrais juste mentionner que vous présumez au niveau des disponibilités. Moi, de mon côté, j'ai les disponibilités nécessaires pour accomplir le travail. Alors, j'espère que je vous rassure de ce côté-là. Maintenant, du côté de l'expérience et de la connaissance des dossiers de l'agglomération, et de la Ville, je peux vous dire que j'ai suivi l'ensemble des travaux des comités consultatifs de la Ville de Saint-Bruno. J'ai lu tous les procès-verbaux pendant 4 ans, et même ceux dans le mandat antérieur, donc de 2006 à 2009. Je les connais assez bien et j'ai les ressources disponibles. Au niveau de l'agglomération, malheureusement, pendant 4 ans, on n'a pas pu me laisser participer à aucune commission
de l'agglomération de Longueuil, puisqu'on pensait que c'était impensable au niveau des gens de l'opposition d'avoir un apport constructif. C'est une chose qu'on essaie de changer dans le nouveau mandat. On offre la possibilité à tous les conseillers de l'opposition de prendre part aux séances de travail. C'est une première parce que je n'y avais pas accès pendant 4 ans. Et puis, malgré le fait que je n'étais pas sur les commissions de l'agglomération, eh bien, croyez-moi, j'ai lu aussi les procès-verbaux des commissions de l'agglomération, alors je connais bien les dossiers. À ce niveau-là, bien, c'est ce que j'avais à dire au niveau de ma participation. Je vous invite à participer. Est-ce qu'il y a d'autres interventions par rapport à cet amendement? Monsieur le maire, si vous me permettez, on nous a toujours reproché qu'on avait réamené à la table durant les discussions au niveau du conseil. C'est une proposition qu'on fait. Madame Hudonge, on ne doute pas des capacités de Mme Archambault. On s'est côtoyés pendant 4 ans. C'est juste, comme vous avez avec esprit d'ouvert pour le bien des citoyens de Saint-Bruno-de-Montarville. Excusez-moi. Donc, c'était pour cette raison-là. C'est pas, comme vous dites, on avait dit durant notre comité plénière qu'il n'y avait pas de ligne de parti. Donc, c'est pour le bien faible des citoyens que cette proposition est amenée. Et si vous jugez qu'elle est recevable. Donc, est-ce qu'il y a d'autres interventions? Sinon, on va passer au vote pour l'amendement. Un droit de réplique. Martin Guévremont qui veut intervenir. Juste pour faire du taxi sur ce que Michel vient de mentionner au niveau des comités de travail. Lundi dernier, c'était notre premier. Et effectivement, les gens de tous les partis étaient invités à cette session de travail-là, ce qui n'était pas le cas pendant les 4 dernières années. C'est très important de le clarifier parce qu'effectivement, les gens de l'Alliance, donc M. Audard et M. Besnard, y étaient. Et effectivement, c'est ce qui est arrivé durant toute la session. Il n'y a eu effectivement aucun commentaire de qui que ce soit de leur côté. Et on s'est même réservé à la fin d'essayer d'initier une discussion justement sur le fait que, est-ce que vous considérez que la participation de tous les gens impliqués et élus, parce qu'on a tous la légitimité de représenter nos citoyens. Alors, c'est important de recevoir l'information en même temps que tout le monde. C'est aussi important de débattre tout le monde ensemble. Alors, la réponse étant que, en fait, la réponse qui nous est venue, c'était que non, il se gardait un droit de réserve pour le conseil de ville, donc pour amener les choses au conseil de ville. Alors, je veux le partager avec vous parce que c'est important que les gens sachent comment se sont déroulées les choses. Quand on dit, moi je suis totalement d'accord avec M. Besnard, le Parti montarvillois s'est engagé à favoriser le travail d'équipe pour le bénéfice de l'ensemble de la population. C'est totalement vrai, mais il faut que ça soit à 2 sens. Alors ici, on a une proposition qui était tout simplement de nommer Michel Archambault pour mairesse suppléante pendant 3 mois. Notre maire veut faire la rotation pour permettre justement un changement ou un tournant à ce niveau-là. Et il n'y a pas eu de commentaire, quoi que ce soit, lundi dernier, lorsqu'on s'est rencontrés pour la session de travail. Ceci dit, on a tous, les 8, plus M. le maire, nos courriels mutuels. On a reçu plein de courriels cette semaine de la Ville. Donc, il n'y a aucune raison pourquoi est-ce que M. Besnard, ou peu importe, même nous, les gens du Parti montarvillois, peut envoyer de l'information durant la semaine pour dire voici ce que je veux amener sur la table au prochain conseil. Pensez-y, regardez-le, puis on en débattra. D'amener des choses au conseil, M. Audard le dit tantôt, la raison pour laquelle Michel Archambault apportait les choses dans les 4 dernières années, c'est vrai, elle apportait des choses au conseil parce que c'était sa seule tribune à amener des choses au conseil. Elle n'était pas invitée aux différentes sessions de travail, appelez-les pléniers, caucus, peu importe, là, c'est pas important. Ceci dit, elle était exclue de toute documentation et d'ailleurs, elle recevait les documents seulement 48 heures à l'avance, contrairement aux autres élus qui recevaient l'information plus d'1 semaine à l'avance. Donc, je voulais juste clarifier, c'est important. Nous, on est totalement ouverts, tous les conseillers actuels sont totalement ouverts à ce que tout le monde reçoive l'information en même temps. Et moi, personnellement, ce que je proposerai à la prochaine session de travail, je ne le fais pas ici ce soir, c'est que justement, si on a des propositions à faire, qu'on le fasse dans les sessions de travail pour qu'on en discute mutuellement. Et là, la progression, elle est là. Il est là le travail d'équipe. Et non nécessairement de tenter de diviser les gens ici ce soir. Donc voilà, et c'est pour ça que je vais supporter le choix pour Michel Archambault comme maire suppléante. Si vous...
Monsieur Bester. Oui. Alors, je ne veux vraiment pas créer de polémique. Ce n'est pas du tout l'objectif. J'aimerais simplement préciser certains faits que viennent d'invoquer Mme Archambault puis M. Guévremont. Nous avons été convoqués vendredi, il y a une dizaine de jours, la date, ce serait, je pense, le 8 novembre, pour une réunion qui permettait, une réunion extraordinaire du Conseil de ville pour faire autoriser le déplacement de la réunion du Conseil de ville et l'amener ici au Centre culturel. Cette réunion-là a eu lieu lundi soir dernier, le 11 novembre. M. Audard et moi, on a répondu à cette invitation. Nous nous sommes allés, nous nous sommes présentés et Mme Hudon était à l'étranger. Alors ça, c'est un élément important. Nous avons reçu l'ordre du jour et nous l'avons revisé, tout le monde ensemble, tous les gens qui sont ici, tous les élus, à l'exception de Mme Hudon qui, encore une fois, était à l'étranger. Quand est arrivée la proposition pour le maire suppléant de Mme Archambault, c'était pour nous la première fois qu'on entendait parler, nous étant M. Audard et moi. Suite à cette discussion de session de travail, nous avons fait, une fois le retour de Mme Hudon, nous avons fait une rencontre et nous avons discuté du sujet et nous l'avons complété durant la fin de semaine, cette fin de semaine-ci. Un des éléments importants qu'on a fait, c'est qu'on a contacté M. Denis Harpin. M. Harpin était conseiller du district numéro 5 et responsable des finances et maire suppléant. J'ai parlé moi-même avec M. Harpin et je lui ai demandé quelle était la charge de travail pour un maire suppléant. Ce que je vous ai présenté, ce que j'ai présenté ici au Conseil, la description, c'est une charge de travail qui peut devenir très importante si le maire n'est pas en mesure, pour différentes raisons, de remplir son mandat, que ce soit maladie, que ce soit par charge de travail considérable. Nous avons revisé la situation et nous avons considéré que compte tenu qu'on en est aux premières semaines du mandat, pour une période de 3 mois, que c'était beaucoup plus sécuritaire pour la ville de Saint-Bruno et pour les citoyens, les contribuables, que pour les 3 premiers mois, qu'on ait quelqu'un qui soit habitué, qui a plus d'expérience et qui a une disponibilité. Voilà le but de la présentation que nous avons faite et c'est aux élus à décider. Est-ce qu'on est prêt à passer au vote? OK. Donc, qui vote pour l'acceptation de l'amendement de M. Bester? Qui est contre? Donc, amendement rejeté. Qui propose maintenant, on va revenir à la nomination principale, donc qui propose maintenant la nomination, donc M. Bédard est appuyé par Mme Bérubé, et qui est pour? Okay. Qui est contre? Parfait. Donc, Mme Archambault est maire suppléante jusqu'au 28 février 2014. Et en passant, petit commentaire, c'est que nous allons aller en rotation sur une base trimestrielle, ce qui n'était pas le cas auparavant, parce que M. Harpin a été pendant, si je ne me trompe pas, au moins 4 ans, sinon davantage, le maire suppléant. Donc, nous allons faire ce qui est coutume dans toutes les villes, c'est-à-dire être en rotation sur une base trimestrielle pour permettre à la Chambre, à tout le monde, finalement, de devenir suppléant. Maire suppléant. Merci. On ne peut malheureusement pas prendre de questions de la salle. C'est un petit peu malheureux, mais on va trouver le moyen de faire en sorte que les citoyens puissent avoir droit
de poser leurs questions dans un cadre moins formel. On vous le promet, à partir de janvier, normalement, on devra organiser des rencontres au moins une fois par mois avec les citoyens et ces réunions-là vont vous appartenir. Donc, le point maintenant 7.12 concernant la nomination d'un membre du conseil municipal au sein du comité consultatif d'urbanisme. Il est proposé par, et on verra tout à l'heure, appuyé par, et résolu de nommer la conseillère Marie-Lou Allary à titre de membre du comité consultatif d'urbanisme de la ville de Saint-Bruno de Montarville. Donc, qui propose? Monsieur le Président, je m'excuse, j'aurais un amendement proposé. Alors, on va distribuer les feuilles. Nomination d'un membre du conseil municipal au sein du comité d'urbanisme au point 7.12. Considérant que le maire a reconnu qu'une période de 6 mois serait nécessaire pour mieux cerner les tenants et aboutissants des différents dossiers, considérant que selon le programme présenté par le Parti montarvillois à la population, il s'est engagé à favoriser le travail d'équipe pour le bénéfice de l'ensemble de la population, considérant que parmi les membres actuels du Conseil, une seule personne présente l'expérience des dossiers d'urbanisme pour avoir siégé au CCU pendant 2 mois en remplacement de Mme Juos, il est proposé que M. Michael Audas soit nommé à titre de conseiller responsable pour la période du 18 novembre 2013 au 28 avril 2014 et qui pourra ainsi apporter son appui à la conseillère Allary qui pourrait faire sa période d'apprentissage à ses côtés. Alors, j'en fais la proposition. OK. Est-ce que cette proposition est appuyée? Oui. Par M. Bessner. Donc, nous allons discuter de cet amendement. Qui veut prendre la parole? Qui veut intervenir? Bon, moi, je vais intervenir, si vous me le permettez. Effectivement, si on prend le premier considérant de Mme Hudon, ça veut dire qu'à toute fin pratique, je devrais céder mon poste de maire pour les 6 prochains mois. Je pense que c'est de faire fi des compétences et, je vous dirais aussi, de l'expérience antérieure de ces personnes-là que de leur refuser l'accès à ce comité. Et je pense que Mme Allary, au contraire, a toutes les compétences, toute, je vous dirais, la connaissance pour exercer ses prérogatives par rapport au comité consultatif en urbanisme. D'autres interventions? Sinon, nous allons passer au vote. Donc, qui... Je pourrais peut-être faire un commentaire quand même, M. Murray, parce que votre exemple, quand vous dites que vous devriez céder votre poste de maire, on n'a jamais suggéré une telle chose, mais puisque vous devez vous appuyer sur votre conseil et sur l'ensemble des membres du conseil, il nous semble pertinent de profiter de l'expérience de tous les membres du conseil et c'est à ce titre qu'on a proposé l'amendement. Je vous remercie de votre intervention. Maintenant, nous sommes prêts à passer au vote s'il n'y a pas d'autres interventions. Donc, qui propose et qui appuie? En fait, on va passer au vote, c'est-à-dire... J'ai proposé l'amendement, M. Murray. Okay. Donc, qui accepte l'amendement? Qui est pour l'amendement? Qui est contre? Donc, l'amendement est rejeté et nous revenons à la proposition principale. Et qui maintenant propose la nomination de Mme Allary, M. Martin Guevremont, et qui appuie Mme Bérubé. Donc, vote pour, vote contre. Donc, Mme Allary est nommée comme membre du comité consultatif en urbanisme. Maintenant, nous passons à la nomination de membres du conseil municipal au sein du conseil d'administration de la Régie intermunicipale d'assainissement des eaux usées de Saint-Bruno de Montarville et Saint-Basile-le-Grand à la suite de l'élection du 3 novembre 2013.
2 personnes sont proposées. En fait, il y en a un qui est d'office, c'est-à-dire le maire. Et nous avons comme conseillère Mme Isabelle Bérubé. Et à titre aussi de déléguée, Mme Marie-Lou Allary. Donc, est-ce qu'il y a un appuyeur? Monsieur le maire, j'aimerais amener un amendement. Si vous me permettez, Monsieur le maire. Nomination du membre du conseil municipal au sein du CA de la Régie intermunicipale des eaux usées de Saint-Bruno-de-Montarville et de Saint-Basile-le-Grand. Considérant que le maire a reconnu qu'une période de 6 mois est nécessaire pour mieux cerner le tenant et l'aboutissant des différents dossiers, considérant que selon le programme présenté par le Parti montarvillois à la population, il s'est engagé à favoriser le travail d'équipe pour bénéficier l'ensemble de la population de Saint-Bruno-de-Montarville, considérant que parmi les membres actuels du Conseil, une seule personne présente l'expérience des... Pardon? Excusez-moi, j'ai entendu quelque chose. Considérant que parmi les membres actuels du Conseil, une personne présente l'expérience des dossiers de la Régie pour avoir siégé à la Régie intermunicipale des eaux usées de Saint-Bruno-de-Montarville et Saint-Basile-le-Grand, d'abord comme substitut de 95 à 99, puis à titre de vice-présidente de 2009-2011 et présidente de 2011 à 2013. Considérant que depuis la création de la Régie, le maire a toujours été nommé à titre de délégué et qu'il est l'intérêt de la population montarvilloise de profiter des meilleures compétences, je propose que M. Martin Murray et Mme Thérèse Houdon soient nommés à titre délégué et Mme Isabelle... Excusez-moi. Il est proposé que M. Martin Murray et Mme Thérèse Houdon soient nommés à titre de délégué et Mme Isabelle Bérubé à titre de délégué substitut de la Ville de Saint-Bruno au sein du Conseil de l'administration de la Régie intermunicipale des eaux usées de Saint-Bruno-de-Montarville et de Saint-Basile-le-Grand. Et je fais la proposition, M. le maire. OK. Des commentaires par rapport à cet amendement? Secondaire. Est-ce que vous avez un appuyeur? Oui. M. Bester. Et donc, on va discuter de l'amendement. Des commentaires? Sinon, on va passer au vote. Qui est pour l'amendement? Qui est contre l'amendement? Donc, l'amendement est rejeté et nous revenons à la proposition principale. Donc, qui appuie la proposition principale? Qui appuie la proposition principale de nommer donc Mme Isabelle Bérubé et Mme Allary comme suppléante? Michel Archambault, et qui appuie donc Martin Guevremont, et qui est pour? Qui est contre? Donc, la résolution est adoptée. Maintenant, nous en sommes au point 7.14, nomination d'un représentant au sein du comité exécutif du Conseil d'agglomération de Longueuil. Il est proposé de nommer M. le maire Martin Murray à titre de personne pouvant être désigné comme représentant des villes liées pour assister aux séances du comité exécutif de l'agglomération de Longueuil, et ce, conformément aux dispositions de l'article 15 du décret 1214-2005 concernant l'agglomération de Longueuil, et de nommer ce dernier à titre de personne pouvant être désignée pour remplacer, en cas d'empêchement, un des représentants des villes liées pour assister aux séances du comité exécutif de l'agglomération de Longueuil. Qui appuie cette proposition? Donc, il y a M. Bédard. Donc, qui est proposé par M. Bédard, appuyé par Mme Archambault. Est-ce qu'il y a une... Est-ce qu'on passe au vote? Ça va? OK. Juste pour vous dire, simplement, pour ajouter un petit peu d'informations par rapport à ça, ce n'est pas une nomination automatique. Donc, au niveau du comité exécutif, seulement 2 des 4 maires des villes liées vont pouvoir siéger au comité exécutif. Et donc, ça va se décider jeudi prochain à la réunion du conseil d'agglomération. 7.15, donc, c'est autorisation de déplacement, formation pour les nouveaux élus municipaux de l'Union des municipalités du Québec. Bon, il est proposé d'autoriser le maire et les conseillers
Marie-Lou Allary, Isabelle Bérubé, Jacques Bédard, André Bessner et Martin Guévremont à assister à la formation de l'UMQ pour les nouveaux élus municipaux et de défrayer les coûts de 534,63 $, incluant toutes les taxes applicables par élu municipal, ainsi que de toute autre dépense y afférente, et ce, conformément aux dispositions de l'article 25 de la loi sur le traitement des élus municipaux. Bon, quelques informations additionnelles. Vous savez que nous sommes tous des nouveaux élus et que l'UMQ offre une formation de 2 jours aux nouveaux élus. Je pense que c'est effectivement très utile. Vous voyez un petit peu ce soir, là. On est en phase d'apprentissage à la vitesse grand V, mais ce n'est pas mauvais d'avoir 2 jours de formation pour nous aider à bien comprendre tous les mécanismes municipaux. Donc, qui propose? Donc, Jacques, et appuyé par Mme Marie-Lou Allary. Maintenant, nous passons au dossier de la direction générale. C'est concernant l'adjudication d'un contrat de captation des séances du Conseil. Il est proposé d'adjuger le contrat de captation des séances du Conseil pour une durée d'1 an au plus bas soumissionnaire conforme, à savoir Télévision de la Vallée du Richelieu, TVR 9, pour un montant approximatif annuel de 11 880 $, excluant toutes les taxes applicables, avec 2 années d'option de renouvellement, le tout tel qu'il apparaît de l'appel d'offres APP SI 1349. Donc, qui propose? Donc, Martin Guévremont, appuyé par Michel Archambault. Ça va? Incidemment, ces séances, vous pouvez les visionner sur Internet, je pense, dans les 24 ou 48 heures qui suivent la séance du conseil municipal. En allant, bien sûr, sur le site de la ville de Saint-Bruno. 7.3.1, maintenant, nous en sommes au dossier des ressources humaines, adjudication d'un contrat d'assurance collective des employés col blanc. Il est proposé d'adjuger le contrat d'assurance collective des employés col blanc des villes de Boucherville, Saint-Bruno, Saint-Lambert et Saint-Bruno de Montarville pour une durée de 5 ans au plus bas soumissionnaire conforme, à savoir SSQ, groupe financier, pour l'ensemble des garanties actuellement en vigueur pour un montant approximatif de 4 713 000 $, dont 179 749 $ pour le coût des primes de la ville de Saint-Bruno de Montarville pour l'année 2014, le tout tel qu'il apparaît de l'appel d'offres RH 2013-01. Donc, vous voyez, c'est plusieurs villes ensemble. Qui propose? Donc, M. Bédard, qui appuie? M. Guévremont. Est-ce qu'il y a des commentaires? Ça va. Donc, on peut passer au point suivant, qui est le point 7.4.1. Et on tombe dans les dossiers finances. Donc, il est proposé et résolu, ou en fait, il est proposé d'autoriser les dépenses de la liste préparée par la Direction des finances, de la Trésorerie et des technologies de l'information au 30 octobre 2013 de 9 565 367 $ et 42, incluant les charges salariales de 1 333 787 $ et 6 pour les périodes 36 à 44. La liste des chèques émis pour une somme de 7 304 745 $ et 49, ainsi que la liste des paiements par débit direct de 926 843 $ et 87. C'est un montant très élevé, mais vous devez savoir que ça couvre les périodes à partir je pense, du début septembre jusqu'à la fin octobre, début novembre. Donc, et on espère qu'au cours des prochains mois, on va être en mesure de vous donner beaucoup plus d'informations que ce que vous avez actuellement, parce que je pense que les citoyens méritent beaucoup plus de transparence au niveau de ce qui se dépense au sein de la ville. Donc, qui propose? C'est Mme Michel Archambault. Qui seconde? Mme Isabelle Bérubé. Point maintenant 7.4.2. Donc, il est proposé d'autoriser le trésorier, directeur des finances, de la trésorerie et des technologies de l'information à annuler les soldes inférieurs à 5 $ pour 17 factures de biens et services totalisant 15,70 $, c'est des gros montants, et pour 2167 dossiers de taxes foncières totalisant 2182,26 $, impayés au 31 octobre 2013, le tout pour une somme de 2197,96 $. Généralement, c'est des intérêts courus sur des comptes de taxes qui ont été payés par chèque. Évidemment, ça coûterait beaucoup plus cher de se mettre à la recherche des 2,15 $ ou une pièce à 25 que de finalement annuler tout ça. Donc, il est proposé. Qui propose?
Michel Archambault, qui appuie M. Martin Guévremont pour finalement annuler ces soldes minimes. Le point 7.4.3, nomination des personnes autorisées à signer les transactions bancaires. Il est proposé d'autoriser le maire, M. Martin Murray, ou en son absence, le maire suppléant, et le trésorier et directeur des finances de la Trésorerie et des technologies d'information, M. Roger Robitaille, ou en son absence, l'assistante trésorière, Mme Josée Normando, à signer toute convention relative à l'usage des services bancaires ou à signer les fiches d'adhésion lors de l'ouverture d'un compte d'entreprise et à signer les conventions relatives à l'usage des services bancaires. De faire tirer les chèques de la municipalité au nom de celle-ci, de les faire signer par le maire, M. Martin Murray, le trésorier directeur des finances, de la Trésorerie et des technologies de l'information, c'est un long titre, M. Roger Robitaille, au moyen d'une signature apposée mécaniquement ou électroniquement. De faire endosser les effets de commerce par le trésorier directeur des finances, de la Trésorerie et des technologies de l'information, M. Il fallait trouver un acronyme, ça se peut pas. Et des technologies d'information, M. Roger Robitaille, soit par écrit ou soit au moyen d'un tampon portant la mention pour dépôt au compte seulement, et d'autoriser le maire, M. Martin Murray, et le trésorier et directeur des finances, de la Trésorerie et des technologies de l'information, M. Roger Robitaille, à signer pour et au nom de la Ville toutes les conventions relatives à l'obtention d'emprunts. Donc, qui propose? Madame, M. Bédard et M. Guévremont. Je me tourne toujours à gauche. Pas de problème. Donc, adopté. Nous passons maintenant au dossier loisirs, culture et vie communautaire. Aide financière au comité d'entraide de la paroisse Saint-Bruno ainsi qu'un soutien technique pour la Guignolée 2013. Il est proposé d'accorder une aide financière de 2 359 $ au comité d'entraide de la paroisse Saint-Bruno ainsi qu'un support technique gratuit pour la tenue de la Guignolée 2013 et la confection des paniers de Noël. Qui propose? Je le propose. Madame Hudon. Et qui appuie? Madame Bérubé. Incidemment, j'ai oublié de le signaler, mais nous avons la chance d'avoir un conseil composé de 4 femmes et 4 hommes. Et je pense que c'est une première à Saint-Bruno et dans beaucoup de municipalités environnantes. 7.5.2, autorisation pour la fermeture de rue lors de la fête de Noël 2013 à la place du village. Il est proposé d'autoriser la fermeture des rues suivantes le samedi 7 décembre 2013 de 6 h à 17 h. Du stationnement du 1435 rue Montarville au 1470 rue Montarville, tout en permettant la circulation locale dans ce tronçon. Du 1470 rue Montarville à l'intersection de la rue Montarville et du chemin de la Rabastalière, du chemin de la Rabastalière ouest de la rue Montarville à la prématernelle Twinkle Star. D'interdire le stationnement dans les rues visées de 5h30 à 18h ce même jour. Qui propose? M. Guévremont. Qui appuie? Mme Allery. 7.6.1. Donc, nous sommes rendus au dossier du développement urbain et je passerai la parole à Mme Marie-Lou Allery. Merci, bonsoir. Alors, premièrement, je voudrais remercier les gens de leur patience parce que vous savez que depuis le 16 septembre, il n'y a pas eu de conseil municipal. Donc, il y a des gens ici qui attendent ces projets de résolution. Alors, on va y passer sans plus tarder. Donc, il s'agit d'une dérogation mineure DM 2013-095 pour la réduction de la marge minimale de 7,5 mètres à 5,5 mètres au 3222 rue de l'Aubépine. Il est donc proposé d'approuver la demande de dérogation mineure DM 2013-095 déposée par Mme Kathleen Fournier et M. Roger Drapeau pour réduire la marge avant minimale de 7,5 mètres à 5,5 mètres au 3222 rue de l'Aubépine, et ce, aux conditions énumérées à la résolution 13-09-17.15 du Comité consultatif d'urbanisme adopté lors de sa réunion tenue le 17 septembre 2013. Alors, qui propose? Juste un petit instant pour vous dire que on présente effectivement les différentes dérogations ou PIA à l'écran. Fait que si vous avez si on pourrait peut-être éventuellement élaborer, là.
Je ne sais pas s'il y a des commentaires à ajouter par rapport à ça. C'est parce que la personne était près d'un ruisseau, donc, ou pas nécessairement d'un ruisseau, mais ce qui faisait lieu d'un fossé. Et elle était trop près, donc il y a eu effectivement une demande de dérogation mineure. Alors, c'est moi qui propose. Proposé par Marie-Lou. Monsieur le maire, excusez-moi, c'est une dérogation mineure. Alors, il faut demander si dans la salle, il y a des gens qui s'objectent à la dérogation. Donc, vous avez le droit maintenant dans la salle. Ou s'il y a des commentaires. S'il y a des commentaires. Questions, commentaires? Une suggestion. Lorsqu'il y a une dérogation mineure comme celle-là, je ne crois pas qu'on fasse un appel public. Ça. Alors, la question que je me posais, c'est qu'une dérogation mineure peut avoir une influence par rapport au voisinage. Alors, je me demande dans quelle mesure, peut-être qu'on peut me répondre, les gens du voisinage sont au courant ou non des dérogations qui sont demandées. Et si ce n'est pas le cas, peut-être qu'il faudrait instaurer une politique qui fait que, selon le type de dérogation, selon l'impact de cette dérogation-là, mais que les citoyens soient informés. Commentaire, Mme Tousignan. Les dérogations mineures sont, conformément à la loi, publiées dans les journaux locaux. L'avis est aussi sur le site web de la Ville. Et pour donner justement la chance aux gens qui sont concernés, ou comme vous dites, dans le voisinage, à venir s'opposer ou porter des commentaires pendant la réunion du conseil. Donc, l'information était disponible. Maintenant, il va falloir s'assurer que dans les mois à venir, que l'information non seulement soit disponible, mais qu'elle soit aussi connue par le plus grand nombre et compréhensible aussi pour s'assurer que les gens puissent éventuellement, s'il y a lieu, se manifester lors des séances du conseil municipal. Donc, ça va. Donc, proposé par Mme Allary, appuyé par Martin Guévremont. Au point 7.6.2, demande de modification au plan d'implantation et d'intégration architecturale PIA 2012-014 pour le remplacement des 3 feuillets au plan d'aménagement paysager du 105 chemin de la Rabastalière Ouest. Il est proposé d'approuver la demande de modification au PIA 2012-014 déposée par M. Francis Gagnon pour le remplacement des 3 feuillets au plan d'aménagement paysager du 105 chemin de la Rabastalière Ouest, et ce, aux conditions énumérées à la résolution 13-10-23.9 du Comité consultatif d'urbanisme adopté lors de sa réunion tenue le 23 octobre 2013. Bien évidemment, c'est les condos qui ont été construits près de coin Roberval et Rabastalière, un petit peu plus loin, là. Donc, sur l'ancienne propriété de la Maison à la Lumière. Et ce qu'on vient faire, tout simplement, c'est qu'on avait mis beaucoup d'arbres et on se rend compte, après usage, qu'il y en avait peut-être un peu trop et que cette densification-là aurait pour effet de nuire à l'ensemble. Donc, on a décidé d'avoir un aménagement qui permette à chacun des arbres de pousser convenablement. Donc, Marie-Lou propose. Qui appuie? Jacques Bédard appuie. Donc, adopté. Le point 7.6.3, demande de modification au plan d'implantation et d'intégration architecturale PIA 2012-082 pour le remplacement du 6e feuillet relatif aux élévations à vent pour la construction de l'habitation unifamiliale au 920 place de la Corniche. Il est proposé d'approuver la demande de modification au PIA 2012-082 déposée par M. Sébastien Veilleux pour le remplacement du 6e feuillet relatif aux élévations à vent pour la construction de l'habitation unifamiliale au 920 place de la Corniche, et ce, aux conditions énumérées à la résolution 13-09-17.19 du Comité consultatif d'urbanisme adopté lors de sa réunion tenue le 17 septembre 2013. Donc, vous le voyez sur le dessin que vous avez devant vous, c'est-à-dire qu'on a comme élevé un petit peu la maison, mais pas nécessairement élevé, c'est-à-dire qu'au lieu de descendre le terrain, c'est que le terrain va respecter sa pente naturelle, et ce qui fait que la maison va être plus en phase avec les maisons avoisinantes. Donc, Mme Allary propose, et appuyée par M. Martin Guévremont. Oui. Je me trouve être une des voisines, donc je peux vous dire comment ça se passe. Cette maison-là, ils ont creusé environ à peu près
8 à 10 pieds de profondeur, faire les fondations. Donc, c'est pas pour amener ça à la même hauteur que tout le monde au départ. Puis, il commence à bâtir la maison, ça a l'air d'un bunker. OK? Et cette maison-là, ils ont fait une coulée de ciment devant nos demeures. Je ne sais pas, là, mais c'est quoi l'aménagement, c'est quoi le bienfait d'être au niveau de tous les gens du voisinage? Ils se démarquent de tout le monde. Je ne comprends pas, là, c'est quoi le... Vous avez là la maison telle qu'elle devrait apparaître dans sa version construite, là? Oui, votre commentaire, c'était à l'effet que vous trouviez que ça déparaît. Au niveau de la... Dites qu'il y a une dérogation qui arrive au même niveau des abaissés de terrain. Ils ont abaissé le terrain. Ils ont creusé tout l'été. On a entendu des films tout l'été, complètement. Et ils ont tous les bâtiments plus d'un mois consécutifs. Ils commencent à monter la charpente. Et la raison pourquoi ils ont creusé si profondément, on nous a dit, OK, que la ville les avait arrêtés parce qu'ils voulaient avoir une place intérieure, une aréna intérieure, miniature. Ils ont dit non, ça ne passe pas. On le sait très bien. Ils ont creusé profondément, très profond, pour avoir un gymnase. Ce n'est pas pour amener la maison à la hauteur de la rue, et suivre l'architecture de la rue. Parce que dans le fond de cette maison-là, il y a un gymnase. C'est juste pour ça. Mais ce qu'on se pose comme question, qu'est-ce qu'il va y avoir autour de cette maison-là? Ils ont même déraciné la haie de cèdre du voisin présent à leur gauche. Ce dossier-là a reçu l'approbation donc du comité consultatif en urbanisme. Donc, évidemment, c'est une décision qui a été prise avant qu'on soit élu. Pour nous, on présume que ces gens-là avaient toute l'information requise et nécessaire. C'est comme on a appelé les gens de l'urbanisme pour leur demander de voir la coulée de ciment quand ils ont fait les fondations qui coulait le long de la rue parce que place de la Corniche, c'est la place des cyclistes pour s'entraîner et c'est la place des gens auxquels ils font du skateboard à accélérer des vitesses. Elle est comme ça. OK? Et naturellement, un camion qui vide un chargement, il y a toujours un peu de ciment qui coule à la fin. Ils ont coulé ça devant leur demeure. Il n'y en a pas de ciment. Sur le long des rues, il y en a. On a même appelé à la ville pour savoir le ciment qui a coulé dans le caniveau. C'était pas pour le bloquer. Il n'y a pas personne de la ville, du génie qui s'est déplacé. OK. Je pense que suite à vos commentaires, madame, on va surseoir à l'adoption de ce dossier-là. Et on va revenir avec plus d'informations au mois de décembre. On retire la demande pour le mois de novembre. Ça va? On fera une séance extraordinaire s'il y a lieu pour adopter. Point suivant, Marie-Lou. Le suivant concerne aussi la même demeure, donc on va reporter aussi ce dossier-là. Le 7.65, c'est ça? Non, non. Le 4, c'est ça? Oui, on était à 4. Là, on s'en va à 5. À 4, donc c'est ça, on s'en va à 5 maintenant. Donc, okay. Le point 7.6.5, plan d'implantation et d'intégration architecturale PIA 2013-030 pour l'installation de 2 enseignes murales, l'ajout de 2 auvents et la modification des parements du fronton de l'entrée principale au 1500 rue Montarville. Il est donc proposé d'approuver la demande de PIA 2013-030 déposée par M. Charles Thériault du groupe BC2 pour et au nom de Suncor Energy Products Partnership pour l'installation de 2 enseignes murales, l'ajout de 2 auvents et la modification des parements du fronton de l'entrée principale au 1500 rue Montarville, et ce aux conditions énumérées à la résolution 13-10-23.11 du comité consultatif d'urbanisme adopté lors de sa réunion tenue le 23 octobre 2013. Donc, vous avez le nouveau visuel du restaurant McDonald's.
au niveau de son affichage. Proposé par Marie-Lou Allary, appuyé par Jacques Bédard. Ça va? Le point 7.6.6, plan d'implantation et d'intégration architecturale, PIA 2013-073, pour le remplacement de l'enseigne murale en façade au 1559 rue Montarville. Il est proposé d'approuver la demande de PIA 2013-073 déposée par M. Guy Rivard pour et au nom de les services commémoratifs Celebris Inc. pour le remplacement de l'enseigne murale en façade au 1559 rue Montarville, et ce, aux conditions énumérées à la résolution 13-10-23.5 du comité consultatif d'urbanisme adopté lors de sa réunion tenue le 23 octobre 2013. Donc, c'est évidemment le salon funéraire Urgel-Bourget sur Montarville. Donc, Mme Allary propose, appuyé par Jacques Bédard. Le point 7.6.7, plan d'implantation et d'intégration architecturale PIA 2013-083 pour l'installation d'une nouvelle enseigne murale au 1438 rue de Montarville. Il est proposé d'approuver la demande de PIA 2013-083 déposée par M. Pasquale Bastone pour l'installation d'une nouvelle enseigne murale au 1438 rue Montarville, et ce, aux conditions énumérées à la résolution 13-09-17.7 du comité consultatif d'urbanisme adopté lors de sa réunion tenue le 17 septembre 2013. Oui, je m'excuse d'intervenir ici, c'est parce qu'on parle beaucoup d'enseignes murales. Moi, j'ai été séduit par le règlement d'urbanisme de Magog, ou sur la rue principale, entre autres, et on l'a aussi à Burlington ou Vermont encore, si ça peut vous servir de référence. C'est vrai que c'est extrêmement laid, hein? Le McDonald's que vous venez d'adopter, le Pizza Saint-Bruno que vous venez d'adopter, c'est sûr que tous les goûts sont dans la nature. Mais je pense que Saint-Bruno, si effectivement on veut être un petit peu sérieux, il y a certainement des règlements à penser au niveau de l'enseigne comme telle. Quelque chose qui soit beaucoup plus convivial, d'abord beaucoup plus réduit, et certainement de favoriser une forme d'uniformité, comme par exemple, ça pourrait tous être des enseignes en bois, comme on le voit sur la rue principale à Magog, ou encore à Burlington. Et je trouve que Saint-Bruno s'y prêterait admirablement bien. Je comprends que là, on travaille a posteriori, que ça a été accepté avant par la commission d'urbanisme et qu'on n'a pas le choix. Mais je formule le vœu que dans les prochains qu'on va vous soumettre, de commencer à réfléchir à une forme d'esthétique, en tous les cas, qui correspond mieux au 21e siècle, parce que ça, pour moi, c'est encore du siècle passé. Merci. Merci de votre commentaire. Il était déjà prévu qu'effectivement, on procéderait à une révision de l'affichage là, pour s'assurer effectivement qu'on soit un peu plus intéressant en termes de produits. Dans le cas du restaurant Saint-Bruno, bon, il y a aussi un élément, je ne sais pas si vous avez remarqué, il y avait un point qu'on a enlevé parce que c'était une formulation anglophone. Donc, à ce moment-là, on a enlevé le point. Il devrait être remplacé par un tiret. Mais l'affichage va rester là, malheureusement, là, pour certains. Donc, il est proposé par Mme Allary et appuyé par M. Bédard. Donc, pas de commentaire. Proposition adoptée ou résolution adoptée. Le point 7.6.8, plan d'implantation et d'intégration architecturale PIA 2013-087 pour l'agrandissement des bâtiments principaux Volkswagen et Audi et la modification de l'aménagement paysager au 1905 boulevard Sir Wilfrid Laurier. Il est proposé d'approuver la demande de PIA 2013-087 déposée par Mme Sylvie Niquet pour et au nom de 2635-9604 Québec Inc. pour l'agrandissement des bâtiments principaux Volkswagen et Audi et la modification de l'aménagement paysager au 1905 boulevard Sir Wilfrid Laurier, et ce, aux conditions énumérées à la résolution 1309-17.10 du comité consultatif d'urbanisme adopté lors de sa réunion tenue le 17 septembre 2013. Il s'agit d'un agrandissement. Vous voyez un petit peu les parties un peu plus foncées là, du côté de Audi, parce que ce que vous avez en haut, ça, c'est la 116. Donc, vous avez des petites parties qu'on ajoute du côté d'Audi, la partie, puis du côté aussi de Volkswagen.
Donc, c'est des agrandissements des 2 immeubles existants, ce qui n'aura pas pour effet de déparer l'ensemble parce que ça va rester quand même discret au niveau de la rue. Et on s'est assuré au niveau du stationnement que ça respectait les directives actuelles ou les règles actuelles de Saint-Bruno. Donc, proposé par Mme Allary et appuyé par Isabelle Bérubé. Au point 7.6.9, plan d'implantation et d'intégration architecturale PIA 2013-090 pour la construction d'un nouveau bâtiment unifamilial au 1585 rue du Sommet Trinité. Il est proposé d'approuver la demande de PIA 2013-090 déposée par M. Jean-François Dubé et Mme Julie Chartré pour la construction d'un nouveau bâtiment de type unifamilial au 1585 rue du Sommet Trinité, et ce aux conditions énumérées à la résolution 13-10-23.6 du Comité consultatif d'urbanisme adoptée lors de sa réunion tenue le 23 octobre 2013. Donc, vous avez sous les yeux le lieu et aussi le type de bâtiment. On n'a pas, malheureusement, on n'a pas le résultat définitif là, en termes de dessin, mais vous avez quand même une bonne idée là, de ce que ça va être. Donc, proposé par Mme Allary et appuyé par M. Guévremont. Adopté. Point 7.6.10, plan d'implantation et d'intégration architecturale PIA 2013-096 pour l'ajout d'un logement bigénération à même la nouvelle construction d'un bâtiment de type unifamilial au 1585 rue du Sommet Trinité. Il est proposé d'approuver la demande de PIA 2013-096 déposée par M. Jean-François Dubé pour l'ajout d'un logement bigénération à même la nouvelle construction d'un bâtiment de type unifamilial au 1585 rue du Sommet Trinité, et ce aux conditions énumérées à la résolution 1309-17.9 du Comité consultatif d'urbanisme adopté lors de sa réunion tenue le 17 septembre 2013. Fait que vous voyez, tout ce qui est en jaune, c'est le même bâtiment que précédemment, sauf qu'il y a une partie bigénérationnelle, et il est entendu qu'aussitôt que cette utilisation-là ne sera plus requise, que les lieux seront remis dans leur état de telle façon qu'ils ne puissent ne pas être utilisés pour d'autres fins que celles du bigénérationnel. Donc, il est proposé par Mme Allary et appuyé par Mme Bérubé. Le point 7.6.11, plan d'implantation et d'intégration architecturale PIA 2013-100 pour l'aménagement paysager au 1585 rue du Sommet Trinité. Il est proposé d'approuver la demande de PIA 2013-100 déposée par M. Jean-François Dubé et Mme Julie Chartré pour l'aménagement paysager au 1585 rue du Sommet Trinité, et ce aux conditions énumérées à la résolution 13-10-23.10 du Comité consultatif d'urbanisme adopté lors de sa réunion tenue le 23 octobre 2013. Monsieur le Président, j'aurais un amendement proposé. Oui. Alors, au point 7.6.11, PIA 2013-100 pour l'aménagement paysager au 1585 rue du Sommet Trinité. Considérant que la Ville de Saint-Bruno a adopté en août 2012 un plan de conservation des milieux naturels, considérant que ce plan a parmi ses objectifs d'augmenter le couvert arboricole en milieu résidentiel, considérant que la première cible indiquée dans la section 1.1 du plan de conservation des milieux naturels sur les milieux boisés et le couvert forestier est le maintien d'un bilan positif entre les arbres abattus et les arbres nouvellement plantés, considérant que, toujours selon la section 1.1 du plan de conservation des milieux naturels, une des initiatives en concertation avec le milieu est de suggérer la compensation pour les arbres abattus, considérant que le PIA 2013-10 pour l'aménagement paysager au 1585 rue du Sommet Trinité indique l'abattage de 8 arbres et leur remplacement par seulement 5 arbres, créant ainsi un bilan négatif de 3 arbres pour la municipalité. Il est proposé que la Ville demande une compensation supplémentaire de 3 arbres qui pourront être plantés ailleurs sur notre territoire, et j'en fais la proposition. Qui appuie la proposition? Monsieur Audard. OK. Voulez-vous discuter de l'amendement? Ou on est prêt à voter? Oui. J'ai un commentaire. En fait, c'est une question. J'ai une question juste à savoir, est-ce que justement
dans les dernières années, j'essaie d'apprendre. Est-ce que dans les différents projets qui ont été adoptés par le CCU, il y a eu effectivement, dans tous les cas, une compensation à 100% pour la coupe d'arbres? Donc, je parle des projets que vous avez adoptés. Dans plusieurs cas, il y a eu une pleine compensation et je vais vous donner un exemple où la pleine compensation a été acceptée, entre autres, dans le cas du projet de la Futaie, le promoteur s'était engagé à compenser tous les arbres abattus en les replantant ailleurs sur le territoire. Alors, c'était un objectif qui était poursuivi par le plan de conservation et je pense que c'était à l'avantage de tous les Montarvillois que le bilan positif soit maintenu sur le territoire. Vas-y, j'ai un petit commentaire à faire par là-dessus. Madame Hudon, si je me rappelle bien, dans l'ancienne administration, vous étiez responsable du dossier environnement. Et à ce que je sache, ce dossier-là a passé lors de votre administration. Pourquoi est-ce que vous n'êtes pas intervenu à ce moment-là au CCU, quand c'est sorti du CCU, pour demander le calibrage du nombre d'arbres? Le CCU est un comité consultatif. Quand les décisions arrivent au Conseil, c'est à ce moment-là que nous avons à nous positionner. Alors, je le fais ce soir parce que ça arrive au Conseil. Alors, je fais l'amendement. Le comité consultatif, c'est un comité, le comité d'urbanisme, c'est un comité consultatif qui conseille le Conseil. Et c'est la prérogative du Conseil d'accepter en totalité les suggestions du CCU ou d'apporter des modifications. Moi, je fais la modification ce soir. Le dossier est arrivé dans mes mains cette semaine parce que j'étais à l'étranger et j'ai regardé attentivement tout le projet qui était proposé et j'ai compté le nombre d'arbres abattus. Et voilà, il y a un bilan négatif. Le plan de conservation propose que nous maintenions un bilan positif. Alors, je pense que c'est un objectif louable auquel le Conseil devrait donner suite. Petit commentaire. Bon, ce que vous avez, Mme Hudon, moi, je suis d'accord. C'est-à-dire, ce qui m'étonne, par contre, c'est que la directive n'ait pas été transmise au comité d'urbanisme pour qu'il s'assure qu'effectivement, l'abattage soit compensé par un équivalent en termes d'arbres. Donc, je pense que c'est une directive qu'on devrait leur envoyer le plus rapidement possible pour éviter justement qu'on ait à revenir sur ce genre d'éléments-là lors du conseil municipal. Mais en ce qui concerne la compensation, je suis tout à fait d'accord. Donc, est-ce qu'on est prêt à passer au vote? Un autre commentaire? J'aimerais revenir un peu sur l'analyse de la conformité là, du projet. Alors, pour que les gens soient bien informés, les arbres abattus pour la construction de la maison, du stationnement et du muret de soutènement arrière seront remplacés par l'ajout de 5 arbres d'envergure et 43 arbustes et vivaces replantés. C'est un secteur boisé avec un ratio d'arbres très élevé. La construction de l'habitation dans la portion moins boisée du terrain. C'est-à-dire qu'on va construire où il y a le moins d'arbres. 15 arbres seront conservés en cours avant et 45 en cours arrière. Alors, selon l'analyse du CCU, c'est conforme. Donc, au total, plus de 60 arbres seront conservés. Sinon, voilà. Donc, c'est l'analyse de conformité que j'ai avec moi, là, que je voulais partager avec vous. Okay. Est-ce qu'on est prêt à passer au vote? Si vous me permettez un dernier commentaire, suite au commentaire de Mme Allary. Effectivement, même si c'est conforme par rapport à une grille, on est en déficit malgré tout, en déficit de 3 arbres. Et les 3 arbres, je comprends que sur ce terrain-là, il n'y a pas de place pour replanter nécessairement les 8 arbres qui vont être abattus. Ça se conçoit. Quand on fait une construction, évidemment, ça modifie un peu évidemment le terrain sur lequel on construit. Mais la compensation au plan de conservation était suggérée dans ces cas-là en faisant la différence ailleurs sur le territoire, et on ne manque pas d'endroits sur le territoire pour ajouter 3 arbres. Je suis certaine qu'on va trouver l'espace requis pour garder un bilan positif. Ça va. On ne prendra pas de questions de la salle parce que je pense que si ça n'a pas lieu, comme je l'ai dit, éventuellement, on aura l'occasion de ce n'est pas des dérogations mineures. Donc, on est prêt à passer au vote pour l'amendement, oui?
fait, j'aurais un dernier commentaire parce que je me pose en fait une question par rapport à l'opérationnalisation de cette manœuvre-là. C'est sûr qu'habituellement, on demande aux propriétaires de terrain de compenser les arbres abattus. Si c'est la ville qui doit faire le geste de compenser, alors je pense qu'il y a une solution très simple. Et dans ma tête à moi, c'est simplement de préserver la forêt des hirondelles. À ce moment-là, on aura un bilan qui sera plus que positif. Alors, dans ce sens-là, je pense que... Pour terminer, je pense que c'est l'orientation qu'on a prise, alors j'espère que ça répond à votre demande. OK. Est-ce qu'on a d'autres commentaires, d'autres questions? Ça va. Est-ce qu'on est prêt à passer au vote pour l'amendement? Qui appuie l'amendement? Donc, 5 personnes appuient l'amendement. Qui est contre? Ça va. OK. Donc, l'amendement est accepté. Ça va. Point suivant. Monsieur le maire. Oui. Vous ne votez pas, alors je voudrais juste savoir si vous pouvez m'éclairer sur qui a voté, qui sont les conseillers qui ont Relevez, voté. bien, c'est parce que les gens hésitaient, là. Allez-y, là. Levez les mains. Ceux qui sont pour l'amendement, n'ayez pas peur, levez votre main très haut. OK. Qui est contre ou qui s'abstient? Contre. 1. Qui est contre? Il y a justement M. Guévremont qui est contre? Non. C'est parce que je vois, malheureusement, Ben, je vois levez pas votre main, qui là. lève Pour leur ceux qui main. s'abstiennent ou qui sont contre, c'est la même chose, de toute façon. Madame Tousignan, on ne peut pas s'abstenir. C'est pour ou contre, c'est ça? Exactement. Alors, on est pour, on est contre. Donc, 3 contre. Est-ce qu'on peut appeler le vote, s'il vous plaît? Est-ce qu'on pourrait demander le vote consonant? Ça soit plus clair. On a demandé le vote, là, c'est-à-dire ceux qui sont pour, on va recommencer de nouveau. Donc, on demande le vote. Ceux qui sont pour l'amendement, levez la main. Thérèse Dudon. Michael O'Dowd. Isabelle Bérubé. Alain Archambault. Michel Archambault. Marie-Lou Allary. Ça va? Ceux qui sont contre? Jacques Bédard. Martin Guévremont. C'est beau. Merci. Donc, l'amendement est accepté. Point suivant. 7.6.12, plan d'implantation et d'intégration architecturale, PIA 2013-092 pour l'agrandissement de la véranda arrière et l'ajout d'une terrasse à même le toit de l'immeuble situé au 1412 rue François P. Bruneau. Il est proposé d'approuver la demande de PIA 2013-92 déposée par M. Luc Duval et Mme André-Dominique Jacques pour l'agrandissement de la véranda arrière et l'ajout d'une terrasse à même le toit de l'immeuble situé au 1412 rue François P. Bruneau, et ce aux conditions énumérées à la résolution 130917.5 du Comité consultatif d'urbanisme adoptée lors de sa réunion tenue le 17 septembre 2013. Ça va? Qui propose? C'est moi. Non, excusez-moi, Marie-Lou. Donc, Marie-Lou propose et qui appuie? M. Guévremont. Point suivant. Donc, adopté. 7.6.13, plan d'implantation et d'intégration architecturale PIA 2013-097 pour le remplacement de l'enseigne détachée au 1545 rue Marie-Victorin. Il est proposé d'approuver la demande de PIA 2013-97 déposée par M. Steve Desrosiers pour et au nom de Société immobilière IMSO Inc. pour le remplacement de l'enseigne détachée au 1545 rue Marie-Victorin, et ce aux conditions énumérées à la résolution 130917.12 du Comité consultatif d'urbanisme adoptée lors de sa réunion tenue le 17 septembre 2013. Donc, Mme Allary propose. Qui appuie? M. Bédard. Donc, adopté. Alors, 7.6.14, le plan d'implantation et d'intégration architecturale PIA 2013-99 pour l'installation d'une enseigne sur auvent au 211-100 rue Lansdowne. Il est proposé d'approuver la demande de PIA 2013-99 proposée par M. Richard Bond d'Enseigne Plus
pour et au nom de Complexe Roberval Inc. pour l'installation d'une enseigne sur auvent au 211-100 rue Lansdowne, et ce, aux conditions énumérées à la résolution 13-10-23.8 du Comité consultatif d'urbanisme adoptée lors de sa réunion tenue le 23 octobre 2013. Donc, Mme Allary propose. Qui appuie? M. Bédard. Donc, adopté. Maintenant, on est rendu à la section 7.6, développement urbain. Si je reprends. « 7.6. Vas-y, madame. Oui. Alors, pardon. Nomination des fonctionnaires désignés pour l'application des règlements relevant de la Direction du développement urbain. Alors, il est proposé de nommer le chef de division urbanisme, permis et inspection, ainsi que les inspecteurs en bâtiment à titre de fonctionnaires désignés, responsables de l'administration et de l'application des divers règlements relevant de cette division, notamment, et sans en restreindre la portée, le règlement de zonage URB-Z 2009, le règlement de construction URB-C 2009, le règlement relatif à l'administration des règlements d'urbanisme URB-AN 2009, le règlement de lotissement URB-L 2009, le règlement relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale URB-PIA 2009, le règlement relatif au plan d'aménagement d'ensemble URB-PAE 2009, le règlement relatif aux usagers conditionnels URB-UC 2012, le règlement sur les dérogations mineures SB 2004-26, le règlement 2010-19 établissant des normes relatives au logement, le règlement N21-1 sur les nuisances, le règlement B18-1 sur les branchements à l'égout et à la conduite d'eau, le règlement SB 2004-21 concernant les nuisances par le bruit et pourvoyant à les supprimer, le règlement E.1-1A concernant l'utilisation de l'eau potable, le règlement 2011-10 relatif à l'entretien des systèmes de traitement tertiaire avec désinfection par rayonnement ultraviolet, de nommer le chef de division environnement ainsi que le personnel sous sa responsabilité à titre de fonctionnaire désigné, responsable de l'administration et de l'application des divers règlements relevant de cette division, notamment et sans en restreindre la portée, le règlement 2007-13 sur l'utilisation des pesticides et des matières fertilisantes, le règlement 2008-23 concernant la collecte sélective des matières recyclables dans les limites de la ville, le règlement 2008-47 sur l'assainissement des eaux de la CMM, le règlement E1-1A concernant l'utilisation de l'eau potable, le règlement 2010-5 concernant la collecte des résidus verts dans les limites de la ville, le règlement 2010-6 concernant la collecte des déchets ultimes dans les limites de la ville. Donc, proposé par Mme Allary, appuyé par Mme Isabelle Bérubé. Ça va, donc adopté. Point 7.6.16, adhésion au programme Rénovation Québec, volet Maison Lézardée. Il est proposé d'adhérer au programme Rénovation Québec, volet Maison Lézardée, d'autoriser le maire et la greffière à signer pour et au nom de la municipalité les ententes et tous les documents afférents à l'instauration du programme auprès de la Société d'habitation du Québec, d'attribuer les sommes nécessaires pour la mise en place du programme, d'autoriser le directeur du développement urbain et le directeur adjoint à signer tout document pour donner effet au présent mandat, conditionnellement à la signature de l'entente entre la Société d'habitation du Québec et la Ville de Saint-Bruno-de-Montarville, confiant à cette dernière la constitution des dossiers de demande d'aide dans le cadre du programme. Donc, il est proposé par Mme Allary et secondé ou appuyé par M. Guévremont. Ça va? Donc, adopté. Vous allez pouvoir avoir plus d'informations sur ce programme-là sur le site Internet de la Ville de Saint-Bruno, parce que c'est un gros document. Il y a beaucoup d'informations. Nous sommes rendus, là c'est vrai, au point 7.7 concernant le greffe et contentieux. Il n'y a aucun point sous ce vocable. Même chose pour le point 7.8 concernant les travaux publics, donc il n'y a aucune résolution ou aucun document. Nous en sommes maintenant au point 7.9, services techniques et génie. Donc,
On parle de l'adjudication d'un contrat de mandat de service professionnel d'ingénierie pour l'analyse, la validation et le balancement hydraulique du réseau d'aqueduc. Il est proposé d'adjuger le mandat de service professionnel d'ingénierie pour l'analyse, la validation et le balancement hydraulique du réseau d'aqueduc au plus bas soumissionnaire conforme, à savoir la compagnie CIMA+, S.E.N.C. selon les montants unitaires et forfaitaires soumis pour un montant total approximatif de 34 038 $, excluant toutes les taxes applicables, tout tel qu'il apparaît de l'appel d'offres OS-GEN, /oblique 2013-01. Ça, c'est pour faire face aux problèmes que l'on vit là, sur Montpellier et les rues adjacentes là, concernant la pression d'eau, notamment. Donc, qui propose? Monsieur Jacques Bédard, qui appuie. Madame Bérubé, donc... si vous me permettez, monsieur le maire. Allez-y, allez-y. Juste parce que pour le monde présent ici ce soir, pour dire qu'on ne s'est pas impliqué au niveau des réunions de travail, j'ai fait une présentation un peu rapide pour les membres du conseil concernant le balancement de réseau. Fait que pour nous faire dire qu'on ne s'implique pas au niveau des travaux pécuniaires, ben on s'est impliqué. Fait que je savais que M. Guévremont allait le mentionner, mais en cas qu'il avait oublié. Fait que juste merci. OK, c'est beau. Donc, ça va. Maintenant, nous sommes rendus au point 8, avis de motion, projet de règlement et règlement. Donc, les avis de motion, c'est simplement pour vous avertir qu'il y aura éventuellement dépôt d'une proposition ou d'une résolution dans un conseil d'administration ultérieur, vraisemblablement celui du 9 décembre prochain. Donc, 8.1, avis de motion d'un règlement modifiant le règlement T.1-8A imposant une tarification pour l'utilisation d'un bien ou d'un service ou pour le bénéfice retiré d'une activité de la Ville afin d'y modifier et prévoir certains tarifs. Ça, c'est relié au budget. Donc, ça va être adopté, si je ne m'abuse, le 15 décembre. 8.2, avis de motion d'un règlement imposant les taxes... Oh, excusez. Excusez-moi, monsieur le maire. Un membre du conseil doit déposer l'avis de motion. Ah, qui dépose l'avis de motion? Michel Archambault dépose l'avis de motion. Voyez-vous, on apprend là, en même temps. 8.2, je ne suis pas gêné. 8.2, avis de motion d'un règlement imposant les taxes foncières, compensations et tarifs pour l'exercice 2014. Qui dépose l'avis de motion? Encore une fois, relié au budget. Michel Archambault. 8.3, avis de motion d'un règlement sur l'instauration du programme Rénovation Québec du volet Maisons-Lézardées, ce dont on a parlé tout à l'heure. Donc, qui dépose l'avis de motion? Madame Isabelle Bérubé. 8.4, avis de motion d'un règlement modifiant le règlement 1.14-2 sur le remplacement des infrastructures afin de modifier les coûts minimum et maximum au mètre linéaire de frontage ou au mètre carré de superficie taxable devant être payés par les propriétaires riverains dans les secteurs résidentiels, commerciaux et industriels. Qui dépose l'avis de motion? Qui dépose l'avis de motion? Marie-Lou. Marie-Lou, je n'avais pas vu ta main. Nous en sommes donc au dernier point ou dernier grand sujet, sujet d'agglomération. Bon, rapport du maire concernant les décisions prises lors des dernières séances de l'agglomération du 19 septembre et 4 octobre 2013, le cas échéant. Aucun, et de toute façon, je n'étais pas présent. 9.2, sujet à l'ordre du jour de la séance ordinaire de l'agglomération du 21 novembre 2013. Vous allez voir apparaître là, ça c'est l'ordre du jour de la prochaine réunion du Conseil de l'agglomération qui aura lieu le jeudi 21 octobre prochain. Pourquoi je dis 21 octobre? Le 21 novembre. Merci de me rappeler alors. Vous êtes encore éveillé, c'est bon. Et donc, en ce qui concerne le projet de résolution, tous les avis reliés aux différents points, là, c'est-à-dire le CA 1311-21-1.8, CA 1311-21-1.10, CA 1311-21-1.11, CA 1311-21-1.13, CA 1311-21-1.15, CA 1311-21-1.16 et finalement CA 13-1311-21-1.17. Nos avis sont favorables. Donc, notre orientation est favorable par rapport à tous ces points-là.
Monsieur le maire. Ça va? Oui. Ça va prendre un vote pour vous donner, pour que vous puissiez avoir les orientations lors de la prochaine séance. Donc, ça me prend un appuyeur ou un propos. Je propose. Non? Il y a quelqu'un qui propose? Donc, Martin propose. Et qui appuie? Michel Archambault. Merci de me rappeler à l'ordre. On va apprendre, vous allez voir. Nous en sommes finalement au dernier point. Donc, affaires nouvelles. Il n'y a aucune affaire nouvelle. Monsieur le Président, j'aurais une affaire nouvelle. OK, allez-y. Alors, aux affaires nouvelles, il s'agit d'une demande de révision de la réglementation et l'instauration d'un projet pilote pour l'année 2013-2014. Considérant la volonté du Conseil de faciliter le maintien à domicile et de favoriser la qualité de vie des citoyens montarvillois de tous âges et de toutes conditions, considérant le climat québécois et les variations climatiques des dernières années entraînant d'importants cycles de gel et de dégel qui présentent des dangers ou des inconforts pour plusieurs résidents, soit des entrées glissantes et dangereuses, des chutes de neige ou de glace en provenance des toitures sur les résidents à l'entrée de leur demeure. Considérant le désir exprimé par de nombreux citoyens pendant la campagne électorale de réviser le règlement de la Ville de Saint-Bruno, règlement interdisant les abris temporaires communément appelés tambours au-dessus des entrées résidentielles. Considérant la volonté des conseillers de l'Alliance municipale de réviser la réglementation pour mieux l'adapter aux réalités d'aujourd'hui, considérant les délais légaux prescrits pour un changement de réglementation, il est proposé que le service du développement urbain se penche sur cette demande de modifier le règlement afin de permettre les abris temporaires au-dessus des entrées résidentielles, de fixer les règles d'encadrement de permis temporaires dans le cadre d'un projet pilote pour l'année 2013-2014 et de surseoir pour l'année 2013-2014 aux amendes prévues pour les contraventions au présent règlement, et j'en fais la proposition. Madame Tousignan, donc la procédure par rapport à cette proposition-là, c'est d'en discuter ou de la recevoir uniquement? Bien, vous allez voter sur la proposition. La recevabilité? OK. Donc, qui propose? Madame Hudon propose. Qui appuie? J'appuie. Monsieur Audard. Qui est en faveur? Oui. Est-ce qu'on voulait en discuter? Est-ce qu'on doit en discuter ou est-ce que... C'est comme vous voulez. Okay. On peut en discuter si vous voulez. Allez-y, vos commentaires. Moi, c'est une question au niveau du fonctionnement, en fait, parce que je n'ai jamais vu un point aux affaires nouvelles. Est-ce que ça doit être inscrit à l'ordre du jour avant qu'on puisse passer? Non, vous pouvez amener soit un sujet à l'ordre du jour au tout début lorsqu'on adopte la séance, ou si vous voulez ajouter un sujet, vous pouvez l'ajouter à ce point-ci, si c'est approuvé, parce que le premier vote est sur l'ajout, et après, vous allez voter sur la proposition. Parfait, merci. Okay. Donc, à ce moment-là, on doit procéder au vote sur l'ajout. Est-ce que les gens sont pour l'ajout de cette proposition-là, à ce stade-ci? Puis après ça, on en discute. C'est-à-dire, non, d'après ce que Mme Tousignan me dit... Voter sur l'ajout. Alors, Mme Hudon a proposé, M. Audard... L'ajout de ce point-là. Excusez, appuyé. Et là, on va voir si ça peut être ajouté. Et après, vous pourrez voter sur le sujet comme tel. OK. OK. Donc, qui propose finalement l'ajout à ce point-là? C'était Mme Hudon. C'est fait? Donc, on n'a pas besoin de se prononcer Audard, pour ou contre? Correct. Parfait. Allez-y. Mais là, il faut que les membres se... Donc, on demande le vote. Exactement. Parfait, c'est ce que je voulais dire. OK. Qui est pour l'ajout de cette proposition-là? Un commentaire, c'est possible? Oui, commentaire. Non, mais avant de passer au vote sur l'ajout, moi, ce que je proposerais, si les gens sont d'accord, ça va peut-être influencer votre vote, ça serait de l'inclure à l'ordre du jour de la prochaine séance, parce que je pense que c'est intéressant, mais ce serait bien de discuter de ce que ça implique avant d'avoir à se prononcer. Alors, au lieu de l'ajouter cette séance-ci, puis qu'on ait déjà à se prononcer, laissons-nous le temps de travail pour se pencher sur la question, et on pourrait se prononcer à ce moment-là sur le sujet de la séance prochaine.
Je pense que si vous voulez recevoir la proposition, il faudrait quand même accepter de l'ajouter parce que c'est une proposition de demander justement l'étude du dossier. Alors, je ne vois pas l'intérêt pour les citoyens. L'hiver s'en vient. Hein? Les tambours, ce n'est pas au mois de janvier puis au mois de février qu'il faut les installer si on veut que ça serve à quelque chose pour nos citoyens. Alors, je ne vois pas l'intérêt de reporter une demande d'étude. C'est le but de la proposition, c'est de demander au service de développement urbain de se pencher sur la question, de définir des règles d'encadrement et de se rasseoir aux contraventions qui sont reliées au règlement. Et si on attend le mois de mars pour en discuter, ça va être un petit peu trop tard pour les citoyens cette année. Je répondrai, c'est-à-dire un petit commentaire par rapport à ça. Bon, je suis d'accord, moi, à ce qu'on ajoute cette proposition-là. Ce que je trouve malheureux, c'est qu'effectivement, vous avez été quand même 8 ans au pouvoir et qu'aujourd'hui, nous arrivez avec une telle proposition, alors que vous... Je pensais, M. Murray, qu'on était dans une nouvelle administration. On est dans une nouvelle administration. Il me semble que s'il faut qu'on nous dise à chaque fois qu'on veut ajouter quelque chose, qu'on aurait dû le faire dans les dernières années. Bien là, on est en 2013. C'est en 2013 que je le propose et j'espère que c'est en 2013 qu'on va le considérer. Merci. Je ne fais que constater, Mme Hudon. Je ne fais que constater. Donc, moi, je suis d'accord pour l'ajout de cette proposition-là. C'est ça. Donc, à ce moment-là, on passe au vote. Pour ajouter le sujet à l'ordre du jour. On l'ajoute à l'ordre du jour. Qui est pour? On va en parler. On va en parler. Donc... Tout le monde est en faveur. Tout le monde est pour à peu près, là, d'après ce que je peux voir. Contre la vertu. OK. Maintenant, on doit en discuter. À la période des questions à la prochaine séance. Okay. Est-ce que vous désirez que je la relise pour qu'on puisse votre proposition? Ça va. Ça va. Merci. Bon, est-ce que je peux Oh, vas-y. J'aimerais juste avoir des précisions. Évidemment, vous dites que ça vient... que vous vouliez réviser la réglementation. Je présume que ça vient de demandes de citoyens. Il y a eu combien de cas nécessairement dans les dernières années? Puis comment ça marche les amendes nécessairement, là, qui est marqué ici, là, aux amendes prévues? Je n'ai pas fait le décompte des demandes. C'est une demande qui a été faite, que j'ai entendue moi-même pendant la campagne électorale. Il y a des citoyens qui m'en ont parlé. Alors, je trouve pertinent de l'apporter à ce stade-ci, puisque l'hiver s'en vient et qu'il faut installer ces abris temporaires au-dessus des entrées avant que l'hiver commence, autant que possible. Et c'est pour ça que je demandais, je proposais que le service du développement urbain se penche sur cette demande. Donc, pour modifier la réglementation, ils vont forcément apporter cette demande-là au comité consultatif d'urbanisme qui aura à se prononcer sur le sujet. Mais comme ça prend plusieurs étapes avant de changer un règlement, je demande aussi que entre-temps, pour pas que ça soit n'importe quoi, que le service de développement urbain fixe certaines règles d'encadrement pour le projet pilote de cette année, en fait, de permettre cette autorisation-là de façon temporaire pour l'année 2013-2014, et qu'entre-temps, puisque notre règlement interdit de tels abris temporaires au-dessus des entrées, eh bien que le service de développement urbain sursoit aux contraventions qui viendraient forcément avec l'installation des abris temporaires, si on le permettait dans le cadre d'un projet pilote, parce que le règlement n'est pas encore changé. Alors voilà, c'est pour ça que la demande se divise en 3 sections. Merci. Moi, mon dernier commentaire, je vais laisser la parole aux autres, c'est que j'aimerais l'explorer plus. Je pense qu'on n'a pas l'information. Moi, personnellement, je n'ai pas l'information nécessaire pour accepter ça ici ce soir. Mais je pense que ça serait pertinent qu'on en parle à notre prochaine session de travail ensemble. Puis, il n'y a rien qui nous empêche de continuer par la suite. Oui, Isabelle. Exactement la même chose que Martin. En fait, dans un esprit d'ouverture, moi, je pense que c'est intéressant de considérer ce que vous proposez. Par ailleurs, il doit y avoir des raisons pour lesquelles le règlement a été adopté comme ça, des raisons probablement esthétiques. Vous pourrez confirmer mes doutes, mais voilà, est-ce que ces objections-là sont levées automatiquement? Il y a une bonne discussion à avoir là-dessus. On ne demande pas d'élever pour toujours. On demande de faire un projet pilote cette année pour permettre aux gens
d'éviter de recevoir, comme ça s'est passé probablement dans les années passées, en tout cas c'est ce que j'ai entendu pendant la campagne électorale, de recevoir soit des trompes de neige ou de glace sur leur tête parce qu'ils n'ont pas de marquise ou d'abri au-dessus de leur porte d'entrée. On permet les abris temporaires au-dessus des entrées de garage. Je pense que tout le monde, même si on ne trouve pas que c'est nécessairement esthétique, on en comprend l'utilité pour les gens. Notre population est quand même, il y a une partie de notre population qui est vieillissante, mais en fait, on vieillit tous d'une année à la fois, évidemment. Et quand on veut rester le plus longtemps possible dans sa maison, je pense que de faciliter la vie de nos citoyens, c'est dans l'intérêt du Conseil. Et je pense qu'un projet pilote qui sera soumis, évidemment, à l'étude du comité consultatif d'urbanisme et qui pourra décider de permettre pour l'avenir ou de ne pas permettre à jamais l'installation de ce type d'abri temporaire au-dessus des entrées. Bien, faire un projet pilote, ça ne nuit à personne, ça ne porte pas préjudice à personne et ça peut juste faciliter la vie de nos citoyens, peut-être, non seulement les citoyens plus âgés, mais les familles qui n'ont pas d'abri au-dessus de leur porte d'entrée parce que la maison a été ainsi faite qu'il n'y a pas de protection. Bien, c'est à l'avantage de tout le monde, je pense, que d'empêcher que la neige glisse du toit en période de gel et de dégel, puis blesse les citoyens ou les fasse glisser. OK. D'autres commentaires? Oui, M. Bessner. Est-ce que c'est possible d'avoir peut-être le commentaire de Mme Hamelin, qui est la directrice générale, sur combien de temps peut-être pourrait prendre la demande? Ce qui est proposé, c'est que le service du développement urbain se penche sur cette demande-là. Alors, combien de temps ça peut prendre à votre service du développement? Avez-vous idée? Pour le projet pilote? Ouais. Seulement pour un projet pilote? Bien, étudier la possibilité. On pourrait présenter un projet probablement d'ici 2 semaines, juste pour un projet pilote. Parce donc, un changement de réglementation est très long. Donc, ce qui nous donnerait l'occasion pour la prochaine réunion du Conseil. Oui, on pourrait probablement vous présenter quelque chose d'assez complet à ce moment-là. Alors, la proposition de Mme Hudon, je pense qu'elle est tout à fait rationnelle. Elle était l'année passée aussi. OK. Donc, d'autres commentaires? Ça va? Donc, on est prêt à... On va relire la proposition, puisqu'elle a été acceptée, puis on va se prononcer par la suite. Donc, on va faire un vote. Il est proposé, je vous la relis, là, que le service du développement urbain se penche sur cette demande de modifier le règlement afin de permettre les abris temporaires au-dessus des entrées résidentielles, de fixer les règles d'encadrement de permis temporaires dans le cadre d'un projet pilote pour l'année 2013-2014 et de surseoir pour l'année 2013-2014 aux amendes prévues pour les contraventions au présent règlement. Donc, les gens sont prêts à voter sur cette proposition-là. Qui est pour? Qui est contre? Donc, rejeté. Monsieur le maire. Oui. Excusez-moi. Madame Hudon a proposé, ça prenait un appuyeur, Monsieur O'Dowd. OK, ça va. Et si on pouvait juste lever les mains pour ceux Relever qui les mains. rejetaient. Pour? Contre. Contre? Les contre? Okay. Ça va? Madame Allary aussi? Donc, rejeté. Maintenant, période d'intervention des membres du Conseil. Est-ce que les membres du Conseil ont des interventions à ce stade-ci? Oui. Oui, Mme Hudon. Oui. Alors, j'ai 2 interventions, Monsieur le Président. La première, c'est au sujet de la suspension des travaux du Comité du Sud 116. À titre d'ancienne conseillère responsable de l'environnement, je trouve vraiment dommage que le Comité de concertation sur la protection des milieux humides et la mise en valeur des terrains situés au Sud 116
ne puisse terminer ses travaux selon l'échéancier prévu. Plus que jamais, sur un territoire soumis aux pressions anthropiques, les milieux humides nécessitent des mesures de protection. Compte tenu des données présentées au comité de concertation, les milieux humides situés au sud 116 sont aussi menacés de différentes manières, dont, entre autres, la présence d'espèces envahissantes. La création du comité de concertation, mesure suggérée au point 1.3.1 du plan de conservation des milieux naturels adopté en août 2012, visait en premier lieu à identifier les milieux naturels à protéger dans le secteur à l'étude. Ensuite, il visait, en concertation avec des experts biologistes, des représentants de la Ville, de Nature Action Québec, de citoyens représentant les propriétaires riverains, le Comité consultatif en environnement et la Fondation du Mont-Saint-Bruno, ainsi que les propriétaires des terrains à identifier, les conditions de base selon lesquelles il y aurait conciliation entre la protection et la mise en valeur des milieux naturels d'intérêt et le développement possible des espaces disponibles sur ce territoire. Le travail remarquable effectué sous la direction du Conseil régional de la Montérégie, en tout point conforme aux exigences du plan de conservation des milieux naturels, a permis à tous les membres du comité de mettre leurs connaissances à niveau, suite à 3 longues rencontres. Par la qualité du climat d'ouverture établi par le CREM et tous les participants, nous pouvions espérer arriver à une véritable concertation autour de la protection et la mise en valeur des milieux naturels de grand intérêt qui aurait ajouté une plus-value à l'ensemble de la municipalité, tant pour les promoteurs, les propriétaires riverains, que pour toute la communauté montarvilloise. Ce comité, où la Ville, sous l'ancienne administration, ne cherchait pas à orienter les décisions à venir, mais désirait plutôt être à l'écoute des citoyens concernés afin d'en arriver à des solutions gagnant-gagnant pour tous. Cette démarche participative, menée par un organisme indépendant, nous amenait à la recherche du consensus nécessaire à l'évolution harmonieuse de toute société. Je veux ici souligner le temps investi par tous les participants, de façon bénévole pour la plupart, et les remercier personnellement pour leur ouverture et leur implication soutenue dans cette démarche citoyenne. Je regrette vivement que la nouvelle administration y mette un terme, qui ne fera que repousser à plus tard des mesures de protection des milieux naturels qui auraient pu être appliquées à court terme et qui empêchera l'expérience d'une table de concertation formée de citoyens éclairés de s'ajouter à la réflexion sur un plan de conservation global des milieux humides tel que souhaité par le ministère du Développement durable, de l'Environnement, de la Faune et des Parcs. C'était mon premier commentaire. Je vais me permettre d'y répondre brièvement. En fait, la table de concertation n'a pas été éliminée, au contraire. Tout ce qu'on a fait, c'est que nous, on vient d'être élus. Nous allons prendre fait et cause de tout ce qui a été dit au sein de cette table de concertation-là. Nous avons rencontré le président du CREM, qui préside aussi cette table de concertation, et le directeur général. Nous avons regardé avec eux autres quelles étaient les meilleures alternatives et nous avons cru bon à ce stade-ci de repousser de quelques mois la poursuite des travaux. Et c'est là où nous en sommes actuellement et nous le faisons justement dans le plus grand respect des gens qui ont travaillé bénévolement. Nous sommes conscients que tout le monde était au diapason sur les constats. On était rendu au niveau où on devait effectivement travailler sur le dur. Et on pense qu'à ce stade-ci, c'est plus justifié pour nous de prendre le temps de bien regarder les choses, de bien les analyser, avant éventuellement de reprendre les travaux quelque part, on l'espère, à la fin de l'hiver ou au début du printemps. C'est tout simplement cela. D'autres interventions? Monsieur Bester. Est-ce que vous pourriez préciser ce que vous voulez dire par nous? Je pense, moi j'ai rencontré, quand je parle de nous, je parle précisément de moi. Donc j'ai rencontré la semaine passée, je vous l'ai dit,
Il était important que l'ensemble du conseil municipal, nous allons en discuter lors d'une prochaine session de travail. Il m'apparaissait important, il devait y avoir une réunion cette semaine, donc le 20 novembre. Et il nous apparaissait tout à fait inapproprié à ce stade-ci, comme nous n'avions pas tous les éléments entre les mains, de laisser travailler ce comité-là, alors que nous avions une vision, en tout cas quand je parle de nous, moi, j'avais une vision par rapport à ce boisé. Nous allons en discuter et nous allons regarder ensemble quelles sont les meilleures avenues à prendre dans le contexte où on doit protéger. En tout cas, en ce qui nous concerne, nous voulions et nous tenions toujours, quand je parle de nous, là, je parle de nos engagements électoraux, nous tenons à conserver la totalité de ce boisé et c'est dans cette optique-là que nous voulons travailler et je n'ai pas peur de le dire aujourd'hui. Je pense que c'est dans ce contexte-là qu'on doit regarder les choses et c'est pour ça qu'il nous apparaissait à ce stade-ci prématuré de laisser justement le comité travailler dans un contexte d'incertitude pour eux et d'inconnu pour nous. J'aimerais préciser, quand vous parlez de transparence, vous dites « nous » et après, si je comprends bien, c'est une décision exclusive à vous et vous avez pris la décision avant qu'il y ait une discussion en session de travail. Est-ce que j'ai bien compris? Vous avez bien compris. Il était urgent d'agir. Il devait y avoir une rencontre cette semaine, le 20 novembre. Je me répète, le 20 novembre, c'est jeudi. À ce que je sache, notre prochaine session de travail n'aura lieu qu'au début du mois de décembre. Donc, il m'apparaissait normal, moi, de surseoir à cette rencontre-là. Ça aurait fait quoi comme impact de les laisser se réunir une autre fois? Je vais vous répondre bien simplement, c'est la rencontre avec le président et le directeur du CREM qui eux-mêmes, dans le contexte actuel, préféraient ne pas tenir cette rencontre-là. Tout simplement parce qu'ils se sentaient dans l'inconnu. Et pour nous, c'était simplement respecter les gens en place que de ne pas les inviter à travailler dans un contexte comme celui-là. Est-ce qu'ils vont émettre une opinion publique à cet effet? Éventuellement. C'est c'est eux-mêmes qui devront effectivement se porter là, par rapport à ce dossier-là, éventuellement donner leur opinion. Vous pouvez les appeler si vous voulez. Il y avait un commentaire de Mme Bérubé. Oui, j'ajouterais, pour le bénéfice de tous, je suis la conseillère du district numéro 3 dans lequel se situe le boisé-sabourin et j'ai pris des engagements très clairs pendant la campagne pour protéger ce boisé. Alors, par respect pour les électeurs qui m'ont élu, je me devais de prendre connaissance sérieusement de toutes les études et de tous les papiers, les informations qui m'ont été transmises lorsque j'ai été assermentée. Donc, par respect pour les électeurs et pour pouvoir mieux répondre à mes engagements, je pense que c'était la bonne décision à prendre. Et les travaux ne sont pas annulés, hein. C'est très important de saisir. Nous avons suspendu les travaux de la table pour nous donner le temps de prendre possession des dossiers. Bravo. D'autres interventions des membres du Conseil? J'avais prévenu que j'avais 2 interventions. Allez-y. Alors, je vais faire ma 2e intervention, si vous me permettez. La 2e intervention est au sujet du décret pour l'agrandissement du Parc national du Mont-Saint-Bruno. Alors, je voulais partager mon plaisir de voir enfin proclamé à la Gazette officielle le décret en date du 23 octobre 2013 confirmant l'agrandissement déjà annoncé en 2012 par le ministre de l'époque, M. Pierre Arcan, de plus de 50 % du Parc national du Mont-Saint-Bruno, qui passe de 578 à 884 hectares. L'agrandissement du parc se situe en grande partie sur le territoire de Saint-Bruno, avec, entre autres, 88,59 hectares du côté de la tourbière de Saint-Bruno, dont 19 hectares, je vous le rappelle, proviennent de la cession par la Ville en 2010 de ces terrains, menant à cette magnifique tourbière, ce qui permettra aux citoyens d'y accéder après sa mise en valeur par le parc. Une autre cession d'importance par la Ville est celle des 5 lacs, qui était de tenure privée lors de la création du parc en 1985. La Ville a ainsi cédé
sous l'ancienne administration, 150 hectares de terrains municipaux. Déjà annoncé, comme je l'ai dit, en 2012 par le ministre de l'époque, M. Pierre Arcan, le ministre du Développement durable, de l'Environnement, de la Faune et des Parcs, Yves-François Blanchet, a souligné à juste titre dans son communiqué le gain que représente cet agrandissement auquel a contribué l'administration municipale précédente pour la qualité de vie des citoyens qui résident à proximité du parc national et pour l'ensemble de la région. Alors, c'est vraiment un très grand plaisir et c'est partagé par les membres de la table d'harmonisation du parc du Mont-Saint-Bruno de voir enfin le décret officiel adopté. Ça va. D'autres interventions? Si vous me permettez, M. le maire. Allez-y. Juste pour Mme Lé, si vous pouvez transmettre nos félicitations aux travaux publics. Encore cette année, toutes les bandes pour les patinoires extérieures sont posées, à l'exception de celui du parc Rabassalière. Encore une fois, cette année, les jeunes et les moins jeunes vont pouvoir en profiter. Si tout va bien, Dame Nature d'accord, souvent il y a 1 ou 2 patinoires prêts avant les fêtes. Et si jamais Dame Nature ne veut pas coopérer, il y a le patinage libre à l'Aréna les vendredis et les dimanches, tout à fait gratuit pour tous les résidents. Deuxième chose, j'aimerais féliciter l'Association des barons de Saint-Bruno sous la présidence de M. Michel Leroux. La saison, leur 51e saison a terminé samedi au stade Hébert à Saint-Léonard. Il y avait à peu près 150 Montarvillois qui sont déplacés pour encourager les jeunes de 10-11 ans. Les Moustiques 3 des barons qui ont gagné le championnat provincial la première fois depuis 49 ans. Et je dois m'afficher que mon fils jouait dans cette équipe-là, donc je suis en conflit d'intérêts et je m'en excuse. Il n'y a aucun problème. Merci. Il est bienvenu. D'autres interventions? OK, peut-être. Oui, vas-y, Martin. Premièrement, j'aimerais évidemment féliciter tout le monde qui est ici ce soir, entre autres les gens qui ont pris la peine de venir poser des questions. Je suis effectivement un fan des conseils de ville depuis près de 4 ans maintenant et on a vu des nouvelles personnes qui sont venues poser des questions. En fait, ça reflète le fait que vous êtes intéressé par la municipalité. Nous le sommes évidemment, nous aussi. Ceci dit, M. Marceau, quand vous êtes venu poser votre question concernant le feu de circulation Marie-Victorin Clairvue, c'est justement en posant des questions qu'on est capable d'avoir de l'information. Et on a vu ce soir qu'apparemment, il y avait des études qui existaient et qui sont apparemment disponibles. Donc, c'est certain que s'il y a des études qui ont été faites, on va aller les défricher puis on va les rendre publiques. Ça, c'est un des engagements, c'est sûr et certain de moi personnellement, mais je sais qu'il y a d'autres de mes collègues qui ont ça à cœur. Et donc, l'intérêt public, c'est de mettre l'information à la disponibilité des gens. Ceci dit, je veux aussi passer le message que nous ne serons pas des rubber stampers nécessairement. Alors, les dossiers qu'on va véhiculer, on va évidemment les utiliser pour le bien de la communauté, mais en même temps, on va définitivement se mettre les deux mains dedans. Puis s'il y a des choses à changer pour le bien commun, on va le faire. Finalement, lorsque il y a des gens ici qui parlent du plan de conservation des milieux naturels, vous l'avez entendu ce soir souvent, dites-vous que ça fait quand même quelques années justement, il y a eu des débats sur ce plan de conservation naturelle qui ont même été calibrés ou qualifiés par l'ancien maire comme étant sommaire et incomplète. Donc, c'est certain que ça influence aussi la nécessité de développer une nouvelle approche afin de s'assurer que le plan d'urbanisme, le plan de conservation des milieux naturels, etc., soit basé sur non seulement le feedback qu'on reçoit de tous les citoyens, mais aussi par toutes les études complètes et nécessaires afin de développer une documentation qui est complète et nécessaire. Donc voilà, merci d'être là. On espère vous voir le mois prochain. OK, donc un tout petit commentaire. Bon, nous étions ce soir plus de 150 personnes parce qu'il y avait 150 chaises, c'est ce qu'on m'a dit. Et il y avait quand même sûrement quelques dizaines de personnes qui ont malheureusement dû rester debout. Donc pour moi, c'est une belle affluence. J'espère que les gens, vous allez prendre goût au conseil municipal. C'est évident qu'il y a des parties un peu plus arides, mais comme on l'a dit, à partir de janvier, nous allons unir, c'est-à-dire que nous allons
mettre en place des rencontres citoyennes pour nous permettre justement de s'éclater un peu plus que dans le cadre formel que nous connaissons lors des sessions régulières du conseil municipal. Vous avez aussi constaté que je suis en mode d'apprentissage, quelques erreurs de parcours, mais rapidement nous allons les corriger. Mais c'est toujours en toute bonne foi qu'on pose nos gestes, on apprend, et semble-t-il qu'il n'y a pas d'âge pour apprendre. Donc, je pense que c'est une belle leçon d'humilité ce soir que j'ai reçue. Et je vous souhaite, parce qu'on va lever la séance du conseil municipal dans quelques secondes, donc bonne fin de soirée à tous et surtout au plaisir de vous revoir. Donc, on est rendu à la levée de la séance. Qui propose la levée de la séance du conseil municipal? M. Martin Guevremont, appuyé par Mme Michèle Allary. Bonsoir à tous. Michel, Marie-Lou Allary. Je pense que je suis fatigué un petit peu. Peu importe, je les rebaptise. Merci, bonne fin de journée, là.